L'administration générale des douanes condamne les actes de violence survenus dimanche soir et lundi à Thomassic qui a causé la mort d'au moins 2 personnes. Selon le directeur général Victor Saint-Louis, cette situation s'est produite au moment où des contrebandiers tentaient d'éviter le contrôle avec 3 camions contenant des produits interdits d'entrée par voie terrestre. Une enquête a été diligentée afin de déterminer dans quelles circonstances le camionneur a été tué, a indiqué Victor Saint-Louis, qui dénonce l'implication de certaines autorités locales dans la contrebande. Il y a des camions qui viennent passer, il y a des machines qui viennent passer, que agents et surveillants eux-mêmes ils retenu camion pour contrôle, qui chargé de farine, qui c'est une pour faire 3 produits que le gouvernement a demandé pour ne pas passer sous frontière haïtiano-dominicaine. Chaque camion ça a environ près de 400 à 500 sacs de farine. Et ça fait à peu près environ 1500 sacs de farine. Donc c'est pas n'importe qui est capable de rentrer avec 3 camions qui gagnent 1500 sacs de farine. Donc monsieur vient courir, il quitte le camion. Donc monsieur et brigadier prend possession de camion ça yo et monsieur passe toute nuit là dans la GA à sécuriser camion, 3 camions contrebandiers. Mais il dit que c'est un chauffeur camion qui prend balle. Et il joint dans une zone que l'opération a déroulée. Mais il joint avec un âme créole bon côté. C'est des échanges de tirs qui te gagnent entre agents douaniers et bande que monsieur contrebandier organisé sous frontière pour contrecarrer l'action que la douane a fait sous frontière là. C'est des échanges qui te gagnent et puis parce que son bail comme moi dit nous qui déroulait et dans la nuit vers les 10h et c'est dans échange que monsieur dit qu'il chauffeur mais jusqu'à présent et nous pouvons clairement identifier que c'est chauffeur et il prend balle. Yo incendié et local douane yo prend en otage yon employé. Yo fait des tentatives pour tuer. On est qui gon zam créole tout qui râler et zam créole là pour le tirer monsieur. Et bon zam créole là gèle pas parti donc c'est ça qui sauve monsieur. L'ancien ministre de la Justice, Michel Pierre Brunache, juge que la crise électorale est très grave. Selon lui, le CEP aurait dû rassurer par tous les moyens les électeurs sur le processus de tabulation en fournissant plus de transparence. M. Brunache reconnaît également que certains partis sont de mauvais perdants en refusant de s'avouer vaincus. Comme à l'accoutumée, chaque élection toujours charriée en pile mécontentement et en pile problème. Et nous vivons une très grave crise post-électorale ces derniers temps. Et nous pouvons voir bout de tunnel pour qui ça, parce que c'est une crise de confiance que Dieu. Et il y a des accusations de part et d'autre. Et malheureusement, le conseil électoral là, pour agissement ni pour des gaffes que vous faites, pas permettre que mettez tout le monde en confiance. Donc c'est une cause fondamentale que non seulement nous sommes souvent de mauvais perdants, parfois également de mauvais gagnants, mais et surtout nous choisissons un arbitre qui peut permettre que l'élection passe en toute sérénité. Et cette fois-ci, et bien encore une fois, le conseil électoral a péché d'un niveau de transparence, d'un niveau de précipitation, d'un niveau de communication, qui fait que, et de bonne ou de mauvaise foi, tout le monde a inquiétude sur le reste du processus. Présentation par le ministère de la Planification d'un guide méthodologique de réduction des risques naturels en zone urbaine. Ce projet, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et financé par l'Union européenne, vise une meilleure prise en compte des risques naturels et l'aménagement du territoire. Il s'agit d'un pas important dans ce domaine en Haïti, estime l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, et le géologue Claude Prepty, qui avait pris part à la présentation de ce document. Ce document présenté ce mardi contient toutes les démarches facilitant la prise en compte des risques naturels dans l'espace urbain à travers 5 grands chapitres. Nous citons la prévention, la protection, la planification des secours, l'information et la sensibilisation et enfin la formation. Ce guide méthodologique est destiné principalement aux techniciens, aux élus locaux et à tous les opérateurs publics ou privés se trouvant sur le sol haïtien.
Quelle est la justification d'un tel effort? Les explications du représentant du Bureau des mines et de l'énergie et coordonnateur du microzonage sismique, Claude Prepti. En Haïti, nous improvisons en pile en matière de gestion des risques et des désastres. Et toute institution qui est venue, surtout après 12 janvier en Haïti, ils ont intéressé qu'on ait à la gestion des risques et des désastres. Chaque monde vient avec une méthodologie différente, chaque monde a une approche différente. Et le plus souvent, l'objectif n'est pas atteint parce que chaque monde travaille à une échelle différente. Donc il était important pour que nous ayons un guide méthodologique qui était tracé chemin, qui dit que toutes les fois qu'on aborde une étude des risques, mais qui j'en pour aborder. Donc c'est un guide qui définit principes, qui définit méthodes, qui dit que exactement qui j'en pour nous aborder les phénomènes. L'élaboration de ce guide méthodologique s'explique par la vulnérabilité d'Haïti sur le plan environnemental, selon l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays. La contribution d'1 million d'euros de la part de son organisation est donc utile, car elle permettra en amont de sauver des vies via la prévention, selon Vincent Degère. Il y aura toujours des risques, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des catastrophes, mais mieux on se préparera, plus on sauvera des vies, plus on sauvera les habitations, plus on sauvera les gens et les infrastructures pour essayer d'investir dans ce principe de prévention pour faire en sorte que demain on soit mieux préparé, mieux équipé au niveau de l'ensemble du territoire national. C'est vraiment très très important. Donc mieux construire les bâtiments, mieux prévoir, trouver où sont les zones à risque, éviter qu'on implante des habitations dans des zones inondables, dans des zones où il y aura des glissements, où il y aura des failles. Donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'on essaye de mettre en place avec tous les acteurs, les ministères, les collectivités territoriales, les citoyens qui peuvent s'engager. On peut avoir des brigades de volontaires, entre guillemets, qui quand la catastrophe arrive, sont là, préparés, savent quoi faire, comment faire. Maintenant que le guide méthodologique de réduction des risques naturels en zone urbaine est disponible en Haïti, quelle sera la prochaine étape? Le géologue Claude Prepti plaide pour son appropriation au plus vite par les acteurs concernés. Il faut une appropriation de cet outil par les instances décisionnelles, par les institutions nationales. Donc, il n'y a pas quelques étapes encore qu'il faut franchir. Il faut que nous fassions formation des ingénieurs, formation des cadres haïtiens, formation à l'université. Il faut que des ingénieurs qui soient préparer cartographie risque, il faut faire sensibilisation, il faut faire formation. Donc, on n'a pas d'autres étapes encore à franchir. Donc, ce qui est essentiel, c'est l'appropriation de ce guide par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, chemin à tracer. Maintenant, qui ça nous va le faire avec lui? Donc, il faut que nous continuions avec préparation pour que finalement, nous atteignions l'objectif que nous avons cherché, qui est la réduction de la vulnérabilité de la population. Suite aux diverses inondations et 5 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, beaucoup se plaignent qu'aucune leçon n'a été véritablement retenue. Les maisons sont toujours construites de manière anarchique, les espaces potentiellement dangereux sont encore habités, ainsi la reconstruction se fait de manière insouciante. Présentation ce mardi par le ministère de l'Éducation nationale des manuels de paiement effectués aux écoles du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Ce paiement a été effectué de novembre 2011 à mi-septembre 2015. Lors d'une conférence de presse, le directeur général du ministère, Reynold Telfort, et l'inspecteur général en chef, Charles Level-Joseph, ont précisé que 200 écoles avaient été fermées dans plusieurs départements, notamment dans l'Ouest, pour cause d'irrégularité et non-respect des normes administratives prévues dans le cadre de ce programme. Le programme a continué à travers les écoles publiques, prioritairement. Il y a quelques écoles privées que nous faisons exemption, que continue le programme dans la première et deuxième année, mais le gros du programme a fait sur la première et deuxième année. Et nous connaissons tout et gagné un ensemble de contrôles que nous avons fait pendant le programme, et qui viennent aboutir à ce qu'un certain nombre d'écoles sortent dans le programme. Une fois que nous constatons une école, que ce soit dans le niveau pédagogique, qui ne répond pas, par les professeurs qualifiés, conditions d'hébergement élèves exécrables, que n'ont pas respecté des délais que nous avons, n'ont pas soumettre liste de formation de classe, liste de décision de fin d'année, eh bien, l'école, ça, une fois que n'ont pas propice pour prendre en charge un petit monde pays d'Haïti pour scolarité, nous retirons dans le programme et nous diriger élèves ça yo, ti moun ça yo vers des écoles publiques, particulièrement en commune Goumon,
et commune Carrefour, nous avons plus de 200 écoles qui mis à l'écart en attendant d'autres mesures. Et il y a quelques écoles dans l'Ouest qui carrément dans l'état où nous avons fermé. Nous avons dit, bon, ça va fermer carrément. Donc, nous, je les compte en attendant, il n'y a pas accès à compte ça, en attendant que nous avons fait screening pour nous confirmer ou infirmer suspicion, est-ce que le vérifier ou pas, à ce moment-là, c'est pour nous transmettre à la justice. Ouverture ce mardi des assises nationales sur la place du numérique dans la formation des enseignants. L'objectif de ces débats est de présenter entre autres les nouveaux outils et les opportunités d'innovation pédagogique dans la formation des enseignants et des élèves. Selon le directeur général de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale, Guy-Serge Pompilus, elles devront aussi permettre de produire un document de référence à l'intention des formateurs. Si je prête pour me mettre dans une salle de formation selon le modèle traditionnel, je vais prendre 10 ans pour me former 120 000 personnes. Donc, il faut nous jouer une façon pour nous offrir un bagage de qualité à un pile de monde en même temps. Et heureusement, nous dans le 21e siècle, nous avons tout dispositif numérique qui c'est les MOOC, qui sont les applications interactives, qui sont des méthodes hybrides. Nous avons une chance capable d'appliquer ça en Haïti pour que très rapidement, on enseignant ou non professionnel d'éducation. L'organisation Mercy Corps, la Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne et la Croix-Rouge américaine ont procédé ce mardi à la cérémonie de collation de diplôme de 238 jeunes de Carrefour-Feuille. Ces jeunes ont reçu une formation en renforcement de capacités économiques qui s'inscrit dans le cadre du programme La Vie Mio Nankatiem. Les responsables de ces institutions ont également profité de cette cérémonie pour clôturer le volet de cette activité. Pour l'instant, le projet arrive pratiquement à sa fin, mais on a un autre programme dans la zone de Martissan et de Cité-Soleil. On travaille avec des organisations locales, plusieurs organisations. L'intention, c'est de travailler environ avec une dizaine d'organisations et toutes ces organisations travaillent avec les jeunes pour l'insertion professionnelle, pour la formation professionnelle et le développement de petites entreprises. Donc, l'accent sur les jeunes est vraiment important pour nous. C'est un secteur phare de la Croix-Rouge haïtienne et donc on a l'intention d'appuyer la Croix-Rouge haïtienne dans ce sens-là en continuant à travailler avec les jeunes un peu partout.